Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Pascal Fébia. C'est un plaisir d'être avec moi pour partager ce lab sur comment les femmes de la région méditerranéenne peuvent diversifier leur modèle entrepreneurial pour répondre à la pandémie de Covid-19. C'est la première question qui se pose dans le cadre c'est-à-dire sur quelles sont les mesures dans la région MENA, et vous pouvez accéder sur les réseaux sociaux et sur notre plateforme. Vous pouvez utiliser aussi notre hashtag Femmes pour la Méditerranée. S'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer des questions aux participants de ce panel. Permettez-moi maintenant de vous présenter les panélistes et les experts. Nous avons Anna Afouassi, fondatrice et directrice de Women Initiative. Sana est une experte en matière de genre. Elle a créé une organisation en 2016 avec une communauté de 100 femmes sur 20 pays. Et l'objectif, c'est de partager en matière de société et de technologie. Pendant les dernières années, Sana a travaillé avec les Nations Unies et l'Union européenne et ainsi que d'autres institutions. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous avons David Swab, qui est manager chez ONU Femmes et de programmes dans les pays arabes. David travaille dans le fait sur comment reformer le secteur privé pour attirer les leaders féminins vers le marché des affaires et améliorer l'emploi. Merci et bienvenue, David. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Maintenant, nous avons donc ouvert le Challenge Lab. Nous avons beaucoup d'idées. Toutes les idées ont été fantastiques. Je vous remercie du niveau d'innovation et de créativité, d'esprit créateur que vous avez partagé avec nous. Merci à tous de votre participation. Malheureusement, malgré le temps, nous allons présenter uniquement quelques-unes des idées qui ont été choisies. Suite aux allocutions de Sana et David. Je vous invite à voir quelles sont les idées que nous avons reçues pendant les Challenge Lab de la conférence. Sana, est-ce que tu pourrais commenter la première initiative qui a été inspirée de Wafa de Tunisie? Wafa Marlouf a identifié un projet très, très bon. Et je crois que c'est très important, connaissant le contexte présent avec l'impact de la COVID. Wafa a choisi We Inspire, parce que nous avons un projet chez Womanpreneur qui s'appelle We Inspire, donc c'est une coïncidence. Le projet se concentre sur le fait de fournir un plan de développement des capacités pour les femmes au Maroc et en Tunisie qui ont été impactées par le Covid. Le programme est focalisé sur l'éducation, la formation par le biais de 8 ateliers pour 50 femmes, et après, il y aura une sélection de 25 femmes sur ces 50 qui vont participer sur un programme de 25 heures de mentoring. Il y a 2 phases de ce projet. Le programme de renfort de capacité identifiera les études et fournira les outils nécessaires pour répondre aux besoins des 25 femmes. L'objet derrière ce programme, c'est que on pourra étudier son succès à partir de la première édition, et on espère pouvoir le répliquer lors de futures éditions. Donc, sans plus de détails, je crois que c'est un projet qui me semble innovateur en ce qui concerne le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre avec la COVID. Je crois que c'est un projet pratique qui se focalise sur le renfort des capacités, la formation, l'éducation, les outils, et je crois qu'à présent, c'est ce dont ont besoin les femmes, surtout dans ces 2 pays. Merci, Sana. Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que on dirait que à cause de la COVID, de la crise de la pandémie de la COVID, on a dû adapter le programme et le détailler. Donc, d'après vous travaillez dans ce genre de sujets, de problèmes. Quels sont les principaux défis que les femmes entrepreneuses
se trouve à cause de la numérisation. Alors, je dirais, d'après ma propre expérience en tant qu'entrepreneuse, nous avons lancé un projet et depuis, nous avons réalisé 140 activités. Nous avons fait beaucoup d'actions visant les femmes entrepreneuses parce que elles ont la technologie, elles ont l'ordinateur et c'était facile pour elles d'accéder à l'information. Le challenge dans la région est de savoir quels sont les groupes cibles auxquels on parvient avec la technologie. À la fin de la journée, vous êtes en train d'atteindre un groupe privilégié. Nous sommes en train de manquer les groupes privilégiés en incluant les femmes des zones rurales, réfugiés et autres. Donc, je crois que la numérisation crée des nouvelles opportunités, mais d'autre part, ça dépend des inégalités. Il y a des inégalités aussi derrière la technologie. Il y a aussi un écart entre les zones rurales et urbaines et entre classes. En termes d'utilisation de la technologie pour l'entrepreneuriat, pour des entrepreneurs qui sont déjà préétablis, si vous regardez la région, beaucoup de business qui appartiennent à des femmes entrepreneuses sont des business dans le secteur service, tourisme. Et c'est malheureusement ce sont des secteurs qui ont été impactés par la COVID-19. Il y a d'autres secteurs qui sont assez traditionnels. Il y a une partie de femmes entrepreneuses qui travaillent dans le secteur social. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l'intégration, cet apport d'innovation et la numérisation dans les business dirigés par des femmes. Mais je crois aussi que la COVID pourrait être une occasion à saisir pour que les femmes puissent intégrer la technologie dans leur modèle de business. Merci, Sana. David, je vous donne la parole. Est-ce que vous aimeriez parler sur le global learning et les startups égyptiennes? Oui, d'ailleurs, j'ai choisi cette idée pour les raisons que Sana a déjà mentionnées. C'est une idée qui permet d'aborder le développement des capacités, tout particulièrement pour les femmes, à travers des outils en ligne. Je crois qu'elles ont une valeur ajoutée évidente dû à la situation résultante de la COVID-19 et du fait que beaucoup de personnes travaillent à la maison ou étudient à la maison et qui n'ont pas d'accès au centre de formation présentiel pour les femmes. Les projections, c'est que la COVID va disparaître, mais il y aura d'autres processus qui pourront se maintenir en ligne. Dans ce sens, la valeur des éléments en ligne, c'est d'amplifier. Nous savons qu'ils sont plus accessibles en termes d'accessibilité. Elles sont faciles à étendre. Elles peuvent atteindre et bénéficier beaucoup plus de personnes. Donc, dans ce sens, l'idée de projet est parfaite. De la même façon, l'éducation à distance et les outils en ligne peuvent permettre d'avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Tous les outils digitaux ont besoin de tenir en compte l'accessibilité. Pas tout le monde n'a pas accès à Internet ou aux devis qui permettent, ou aux appareils qui permettent d'accéder à Internet. Donc, dans ce sens, ces programmes digitaux peuvent, si on n'agit pas correctement, ces programmes peuvent renforcer les inégalités. Parce que les programmes en ligne, c'est des formations qui sont disponibles pour des personnes qui sont déjà formées, qui ont déjà un background. J'aime aussi l'idée de mettre, de parler des idées de développement et de les mettre en rapport avec le travail. Je crois que cette transition entre le renfort des capacités et le marché du travail est un élément clé. Nous voyons dans les différents pays arabes que les femmes, surtout les jeunes femmes, sont en train d'atteindre des hauts niveaux éducatifs. Cependant, cela ne se traduit pas directement sur une augmentation de leur participation au marché du travail ou sur une augmentation de l'emploi. Cette transition est fondamentale et beaucoup de compagnies
ont besoin de la réaliser. Il faut donc renforcer la transition du renfort des capacités vers le marché de l'emploi. Merci. Merci David. J'ai une question générale qui n'est pas spécifiquement liée aux outils numériques et aux femmes, mais vous dire que nous savons que, euh, que le système de start-up de la région est en train de faire face à beaucoup de défis. Mais d'après vous, quels sont les principaux défis du système des start-up dont il faut tenir compte maintenant dans ce contexte de pandémie? Alors, je dirais que l'accès au financement est toujours un problème, surtout pour les femmes, et ce à cause des barrières légales liées à la propriété. Vous savez que beaucoup de programmes sont en train d'aborder cela, par exemple par le biais de subventions, mais ces subventions ne sont pas durables sur le long terme. Et un autre projet qui est des fois oublié ou qu'on a du mal à associer dans la promotion de l'emploi, c'est les soins. La quantité de soins humains que fournissent les femmes, surtout dans les pays arabes, sont énormes. Et bien évidemment dans d'autres pays du monde. Donc je crois que les programmes d'entrepreneuriat et d'emploi doivent tenir compte de cet aspect, de ce volet des soins, parce que c'est une barrière qui laisse l'intégration des femmes. Merci à tous les deux. J'aimerais maintenant parler et évoquer cette idée, cette initiative que vous avez soulignée. L'idée de mettre les femmes au cœur des secteurs des affaires. Ce que vous avez mentionné de Talakais en Jordanie. Pourquoi tous les deux vous avez choisi cette initiative? En quoi est-elle si innovante? Sana, est-ce que tu aimerais rebondir sur cette idée? Oui, évidemment. Comme je dirais, les grands esprits se rejoignent. Talal Krais, je remercie Talal Krais qui a identifié ce projet qui est intéressant. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai défendu pendant les 5 dernières années, c'est qu'il est important d'avoir pour les femmes une espace dans les écosystèmes. Si on regarde l'écosystème, nous voyons qu'il est dominé par les hommes. David a déjà mentionné quelques-uns des cadres ou des barrières légales, institutionnelles, comme l'accès au financement. Et il y a ainsi de même d'autres problèmes. Il y a aussi l'aspect culturel et de mentalité. Il y a des fois, dans certains pays, où la loi est plus flexible, mais malgré cela, il y a très peu de femmes entrepreneuses. Le Maroc est un exemple, la Tunisie est un exemple. Ce qui est malheureux, parce que c'est un gâchis de talent. Et les pays plus pauvres sont dépendants du capital humain. Il y a beaucoup de travail à faire pour intégrer ces femmes. L'écosystème et les systèmes de la région ont failli pour intégrer les femmes, même en Tunisie, je considère la Tunisie comme étant l'un des pays qui a l'un des systèmes les plus dynamiques. Si on regarde combien de femmes sont en train d'avoir le leadership de start-up, vous serez choqués. Je peux les dénombrer. Il y en a très, très peu. Pour un pays qui est un pays vibrant, qui a beaucoup de défis économiques à relever, les jeunes ont faim d'innovation. Et vous voyez un peu à quoi ressemble l'écosystème. Moins de 10% des femmes, il y a moins de 10% de femmes, c'est un problème sérieux. D'autre part, dans les interviews, en travaillant avec les hommes entrepreneurs, beaucoup ont souligné qu'avec les femmes, elles se sentent intimidées dans les espaces. Et donc, ça serait intéressant d'avoir des espaces consacrés aux femmes uniquement. Donc, on aurait besoin d'un système de soutien, d'accès à l'information qui travaille sur d'autres aspects. Par exemple, avec les femmes entrepreneurs, on a besoin d'aborder certaines autorités pour qu'elles autorisent les femmes à mener à terme certaines initiatives. C'est un travail colossal. Je crois que cet effort peut nous mener à émettre
certaines recommandations visant les décideurs politiques afin qu'elles puissent un espace différencié où les femmes se sentent en sécurité, elles aient un sentiment d'appartenance et qu'elles puissent développer leur talent pour trouver des réponses à leurs questions. C'est la raison pour laquelle ce projet répond aux besoins actuels. C'est un espace qui est un mélange entre coworking et pépinière d'entreprise. C'est très intéressant d'avoir cette initiative dans la région parce que cela pourra soutenir beaucoup de femmes. David, qu'est-ce que tu en penses? Merci, Paf. Je partage à 100% ce que dit Sana. J'ai choisi cette idée pour une série d'idées, de raisons. Premièrement, l'autonomisation de femmes à travers l'aspect coopératif qui, en Europe ou dans d'autres régions du monde, c'est avéré un modèle positif, c'est-à-dire un espace pour les femmes pour qu'elles puissent développer leurs capacités, pour qu'elles puissent commencer avec des petites entreprises. Évidemment, le lien qui se fait avec un incubateur d'entreprise, c'est un aspect très important avec ce projet. Mais il y a un point aussi tout autant important qui me semble une valeur ajoutée dans cette idée, c'est la provision de soins pour les enfants dans cet espace et dans cet incubateur d'entreprise, de start-up. Et cela me ramène à l'un de ce que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire les femmes ont beaucoup de capacités, ont beaucoup de connaissances qu'elles sont prêtes à offrir. Elles sont prêtes à travailler dans des entreprises déjà existantes, mais les soins, des fois, constituent une barrière. Donc du fait d'avoir un espace où il y ait un accès aux soins inclusif et disponible, c'est intéressant. Ça serait intéressant aussi que le gouvernement s'intéresse à fournir ce genre de services. Et c'est dans cet espace où l'on voit la vraie valeur ajoutée de ce projet. Évidemment, l'aspect environnemental est tout autant important et intéressant sur comment fonctionne l'espace. Je crois que c'est une très bonne idée. Merci. Je partage pleinement ce que vous venez de mentionner. Le seul bémol que je vois dans ce projet serait l'idée, c'est que avoir des infrastructures, maintenir des infrastructures, et comme vous le savez, implique des frais budgétaires. Et il faudra savoir qui va se charger de subvenir à ce besoin. Est-ce que c'est le secteur privé? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est la question qui se pose. Mais pour le reste, je partage pleinement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire le fait de travailler en réseautage avec les femmes et les secteurs professionnels pour pouvoir manager la vie privée et la vie professionnelle, avoir aussi des outils pour qu'elles puissent créer leur entreprise. Si vous me permettez, je suis d'accord avec ce que dit David. Avec ce que tu dis, on a besoin de beaucoup de ressources, mais lorsqu'on parle de problème de femmes, il y a toujours un problème de budget. Si on veut autonomiser les femmes, et c'est ce que je dis toujours, il faut savoir ce que cela est. Si on voit à quel point les femmes ont été marginalisées en matière de droits, et là, l'UPM a un rôle à jouer pour mettre les gouvernements ensemble, pour qu'elles comprennent l'importance de ce type d'initiative et qu'elles investissent en capital humain, savoir que les femmes représentent plus de 50% de la population. Elles sont plus éduquées et elles ont beaucoup de choses à apporter à la stabilité politique, économique et sociale de la région. Le message que l'on doit transmettre au gouvernement et aux décideurs politiques de la région, c'est celui-là, afin qu'ils puissent commencer à investir sur les bonnes personnes. Absolument, absolument. Je partage, je soutiens pleinement votre idée. Cette initiative
je soutiendrai cette initiative face à l'UPM et face à n'importe quel gouvernement de l'UPM, de la région. Nous avons besoin d'investir davantage dans les femmes. David, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, j'ai presque tout dit, mais je reconnais que ce défi sur les coûts élevés et pour mettre en œuvre quelques idées est là. D'autre part, beaucoup de gouvernements et d'agences internationales sont en train de soutenir ce type de programme. Évidemment, le fonctionnement sur le long terme est toujours un défi. Il y a la gestion d'une structure qui doit être claire, il y a la gestion des financements sur le long terme et la durabilité qui est toujours le fantôme qui hante ce type d'initiative. Mais ces modèles sont avérés très utiles dans de nombreux pays et dans tout le monde. Donc, je crois que c'est une très bonne façon de continuer à travailler, à avancer, à fournir des espaces pour que les femmes puissent renforcer leurs capacités et qu'elles puissent améliorer leur capacité d'avoir un accès au marché de l'emploi. Merci beaucoup, Monsieur Salah Khaïd, de votre initiative. Vous avez entendu 2 experts qui vous soutiennent et vous avez aussi l'UPM qui vous soutient. Je ne sais pas, nous avons 8 minutes et je ne sais pas si nous avons des questions, des réponses de la part du public. Nous avons une question. Si vous pouvez Est-ce que les participants peuvent nous donner quelques exemples de soutien spécifique ou d'organisations qui offrent un soutien spécifique pour les entreprises menées par des femmes dans le contexte du Covid, c'est-à-dire des politiques spécifiques pour aborder cette période pandémique de la Covid-19? Est-ce que vous avez des idées, Sana? Est-ce que tu aimerais rebondir? J'ai pas saisi la question. La question, c'est si vous savez, vous connaissez des exemples ou de politiques qui soutiennent les femmes, des femmes entrepreneurs, pour surmonter la crise de la COVID-19. Nous sommes en train déjà de travailler sur une initiative qui doit être publiée au mois de février. C'est une initiative sur laquelle nous avons travaillé depuis le mois de mars pour connaître l'impact de la COVID sur les femmes sur 3 pays, Algérie, Égypte et Liban. Nous travaillons avec des femmes entrepreneurs pour comprendre quelle est la réponse des institutions, le système mis en place pour les aider, quel est le type de recommandations qu'elles ont, que l'on peut émettre visant les décideurs politiques pour aider les femmes à contrer les effets de la COVID-19. C'est un travail qui est en train de se faire, mais en général dans la région, ou du moins de notre côté, il y a quelques politiques très concrètes qui se mettent en place pour soutenir les femmes. Et les pays sont en train de traverser des crises très graves. Il y a des pays qui ont des problèmes politiques graves, d'autres des problèmes économiques. Et je crois qu'à nouveau, lorsque nous avons des crises, les problèmes des femmes passent à occuper la dernière position de la liste. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous donner des exemples précis. Je sais que ONU Femmes vient de mettre en place plusieurs webinaires ou des activités en ligne et quelques directrices. Ils sont en train de faire cela sous une approche générale, mais ils n'ont pas de réponse concrète pour répondre à cette question. Merci Sana. David, nous avons une question qui vient de l'audience. Franchement, je n'aimerais pas terminer cette séance sans la mentionner parce qu'elle est très importante pour la région MENA. La question est la suivante. Que se passe-t-il avec les femmes qui travaillent dans le secteur économique informel? Qu'en est-il? Les femmes dans le secteur informel. Merci, très bonne question, très intéressante. Non seulement dans les pays arabes, je pense que c'est dans toute la région méditerranéenne. Évidemment, nous assistons à un phénomène où les femmes
ont plus de tendance à travailler dans le secteur informel que les hommes. Évidemment, les gens en général qui travaillent dans le secteur informel ont, ont des problèmes à accéder aux prestations, au système de protection sociale. Et nous savons que les secteurs, l'emploi dans le secteur informel est très impacté. Par exemple, le travail de ménage n'ont pas d'accès aux prestations sociales. Les programmes qui sont mis en place par le secteur privé, par les gouvernements, doivent tenir compte des besoins des personnes qui travaillent dans le secteur informel. Je sais qu'il y a quelques pays qui sont en train dans leur pack de stimulation économique, ils sont en train de tenir compte des problèmes qu'ont les personnes qui travaillent dans le secteur informel, et ils sont en train de les soutenir, et des fois ils sont en train de les aider à formaliser leur situation. C'est un problème important pour les hommes et pour les femmes. Merci David. Sana, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose dans ce sens? Cela peut avoir à voir avec les femmes qui sont dans les zones rurales. Pour être franche avec toi, j'ai du mal à répondre. J'ai du mal à répondre à cette question. C'est un problème très important dans la région. Beaucoup de femmes dans la région travaillent dans le secteur économique informel. C'est ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat de survie. Des personnes qui essaient de survivre au jour le jour. Je crois que le plus important pour soutenir les femmes, c'est d'avoir une législation, une volonté politique pour les mettre sous l'aile de la protection sociale. Avec la COVID, ces personnes sont en train littéralement de mourir de faim. Maintenant, c'est des pauvres, c'est même pas des entrepreneurs de survie. Je crois que la communauté internationale peut faire davantage en travaillant directement avec les organisations locales qui travaillent directement avec ces personnes-là et qui comprennent parfaitement leurs besoins. Je crois qu'il est très important d'avoir ces relations à différents niveaux avec différents acteurs, non seulement en AO, mais aussi des organisations de base, des organisations de femmes et le secteur privé de la région. Ils peuvent tous contribuer à contrer ce phénomène. Merci beaucoup à tous les deux, à David et Sana. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous en partageant ce panel. Je crois que nous n'avons plus qu'une minute que j'aimerais saisir pour vous dire en 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire pour résumer le panel en 30 secondes? David, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Premièrement, merci de m'avoir invité et merci à Sana d'avoir partagé ses idées. Alors, merci aux participants qui ont partagé avec nous les idées que nous avons évoquées. Je crois que les idées sur l'autonomisation de la femme sont dans l'agenda de tous, surtout suite à cette crise de la COVID-19. Souligner un point que j'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui, on ne peut pas redresser la situation des femmes en matière d'inégalité si on ne regarde pas de près d'autres problèmes comme les soins qui ne sont pas rémunérés, la violence et autres. Et je crois que c'est la société civile, le gouvernement et le secteur privé qui doivent contribuer main dans la main à aborder ce genre de problème. Et nous suivrons les conversations qui vont se tenir pendant les jours à venir. Merci. 30 secondes, Sana. Vous avez 30 secondes? Voilà, maintenant c'est mieux. Merci beaucoup. Je suis choqué, je suis impressionné. J'ai été vraiment... Je suis simple dans mes allocutions. Normalement, je parle plus, mais j'aimerais dire, David, merci beaucoup de ce que tu as dit. Vous dire que pour résoudre les problèmes des femmes, il faut travailler avec les femmes. Et je crois qu'il est important plus que jamais considérer les femmes comme un investissement, non seulement
pour le développement économique, mais pour l'égalité sociale et pour et en tant que représentant des femmes entrepreneurs, c'est ce que j'ai fait pendant les dernières années. C'est un plaisir d'avoir pu collaborer ou de pouvoir collaborer avec n'importe qui serait intéressé à travailler avec les femmes dans la région MENA. Merci à tous d'avoir partagé ces projets et avoir répondu aux questions qui préoccupent à ce lab. Sachez que les idées que nous avons partagées seront sur notre plateforme et sur nos réseaux sociaux et sur le hashtag Women for Mediterranean. Et vous aurez aussi un résumé de presse qui seront publiés sur le site web de l'UPM. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer sur le lab qui aura lieu demain. Cet après-midi, nous avons le forum sur les opportunités pour les femmes pendant la pandémie, où nous aurons la Tunisie et le Maroc. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite